On n'aurait jamais pu croire que Helsinki a aussi sa place dans les annales de l'histoire sioniste. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Une brève introduction avant cela. On a très souvent tendance à voir notre histoire, surtout lorsqu'elle réussit, comme un long fleuve tranquille. Ça, il y a la première Aliyah, il y a la seconde Aliyah, il y a entre les deux les premiers congressionniste, il y a l'État juif. Et c'est véritablement une montée linéaire comme ça, sans dents de scie, sans rien. C'est comme un couteau pour la shrita. C'est vraiment magnifique, magnifique. Bon, il y a juste un problème, c'est que c'est faux. Une perception qui est complètement fausse de l'histoire. Et là, pour prendre par exemple, je vais dire, par exemple, on prend le 3 juillet 1904, le 20 Tammuz, Tar Sad, et c'est le jour du décès de Herzl. Après 8 ans et demi d'activité sioniste d'une intensité invraisemblable, et tout d'un coup, c'est une crise sans précédent. C'est une crise sans précédent dans le mouvement. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a à peine un an, il y a un peu plus, c'est le pogrom de Kishinev, qui a secoué, qui a traumatisé, qui a bouleversé le monde juif. 49 juifs massacrés à Kishinev, d'une ville qui a 50% juifs. 50% juifs, vous imaginez? C'est la capitale de la Moldavie, grande ville, dizaines de milliers de juifs. Aujourd'hui, 50 après la Shoah, non, à l'époque, c'est sans précédent. Tous les pogroms qu'il y a eu au début des années 80, etc., il y a bien des juifs qui étaient assassinés. C'était pas joyeux. Mais ça n'approchait pas de quelque chose de Kishinev. Et là, le peuple juif, il sent que la terre brûle. C'est ce qui a d'ailleurs causé le projet de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que la terre brûle et on ne peut plus rester là-bas, c'est dangereux. Chaque heure, c'est Pikuach Nefesh. C'est ce qui fait arriver, et là, c'est la conclusion que Pikuach Nefesh aurait pour l'heure, pour provisoirement, Eretz Israël même. Et là, on arrive à l'Ouganda, c'est la deuxième crise. Quoi? Nous avons attendu 2000 ans, Eretz Israël, maintenant, on va l'échanger pour, je ne sais pas, pour le Kenya oriental, occidental. Mais de quoi vous parlez? Pour le lac Victoria? Vous êtes fous. Mais vous êtes fous. C'est la crise au 6e congressionniste avec les juifs russes qui quittent la salle, qui se couvrent la tête de cendres, qui refusent l'entrée à Herzl. Tu n'es pas membre des sionistes russes, tu n'as pas ta carte de membre, on ne te donne pas l'entrée, etc. C'est une crise. C'est une crise, il faut savoir. C'est la dernière chose que Herzl a fait avant son décès, causée principalement par la crise de l'Ouganda, c'est ce qu'on appelle la conférence de Pius, de réconciliation, de réconciliation dans l'organisation sioniste. Parce qu'il faut savoir, après l'Ouganda, les sionistes russes, c'est fini, on fait scission, on fonde notre propre organisation, Tzioné Tzion, les sionistes de Sion, pas les sionistes de je ne sais pas trop quoi, les sionistes de Sion, ils tiennent un congrès dans la zone de résidence, je ne me trompe pas, à Kharkov, avec à leur tête Oussishkin, etc., et Menachem Oussishkin, la rue aussi. Il était, bon, en gros, c'était avant de devenir la tête légendaire du Keren HaYesod et avoir son nom sur la rue qui s'appelait avant cela pour Yehuda Halevi. Il a fait déménager Rabbi Yehuda Halevi. Chez vous habitez dans la vieille ville? Non, c'est la famille. Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Halevi, il a déménagé plus proche du Harabaï. C'est les escaliers qui mènent au côté. C'est Yehuda Halevi.
Mais bon, il était le troisième tête avant de devenir, de faire son alliage, de devenir la tête du Keren Kayemet. Il était à la tête du mouvement Chibat Zion. C'était au début. C'était Pinsker qui était à sa tête. Ensuite, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins connu, qui est Greenberg. Et ensuite, c'est venu Ussishkin. Mais, en gros, Ussishkin, c'était un juif de très grande envergure, un juif russe, un juif sioniste, un juif idéologue, et puis un juif pratique, un juif qui était véritablement pendant des générations la tête des sionistes russes. C'est lui, il dit, mais pas seulement lui, mais c'est lui qui dit, le Banda, il fait scission, etc. Et Herzl réunit la conférence de réconciliation entre les juifs russes, Tzionei Tzion, et entre les sionistes politiques essentiellement occidentaux. C'est sa dernière, certains disent sa très grande contribution au futur du mouvement sioniste qui était à deux doigts d'exploser. Mais lorsqu'il meurt, c'est la catastrophe. Vous savez, et qui a, je suis pour, parce que sinon, Nahum Sokolov, qui est journaliste et qui est convaincu, qui est adepte, un des chassides de Herzl, après l'avoir critiqué pendant la première année de son émergence de Herzl, eh bien, lorsque il parle à ses obsèques à Vienne en 1904, eh bien, il dit maintenant nous sommes tous orphelins. Le peuple juif est devenu orphelin. Nous avons perdu une personne telle que la galoute n'a pas donné naissance à une personne qui approche des mesures de Herzl. C'est ce qu'il dit. Herzl a demandé que ses obsèques soient des obsèques de pauvres. Il n'y avait pas de carrosse, il n'y avait rien. C'était à Vienne, juillet, 20 Tammuz, la canicule. Tout le monde allait à pied. Et tout le monde, même ses ennemis, ses rivaux, pas ennemis, comme Echad Ha'am, on en a parlé. Echad Ha'am, il dit, mais Herzl, c'est rien que pour ce qu'il a, la manière dont il a cristallisé autour de lui le peuple juif, et que sa mort va cristalliser encore davantage, rien que pour cela, il fallait qu'il apparaisse. Parce qu'effectivement, Herzl, et le mouvement et l'idée auquel il a donné lieu, eh bien, c'était l'axe véritablement autour duquel tout le peuple juif, pas forcément tout, mais toutes les tendances, pas tout le peuple, mais toutes les tendances du peuple juif, Maskilim, Charedim, Chassidim, Mitnagdim, Tzafon, Mizrach, Sfaradim, Ashkenazim, tout le monde s'est cristallisé autour de elle. Tout le monde se trouvait délégué au congrès sioniste, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, après lequel Herzl est décédé. Tout le monde était là. Tout le monde était présent. C'était quelque chose de fascinant. Et c'est pour ça que sa mort, tout d'un coup, waouh, il vient de commencer. Il est en valeur absolue, 8 ans et demi, depuis 1895 jusqu'à mi-1904, c'était l'époque sioniste de Herzl. Il y avait une époque juive, il était à la recherche. Et son époque sioniste, véritablement, il écrit le Judenstaat, le Yiddish Medine, l'État juif, ça paraît
février 1996. 1996, faites le calcul. Bon, ça lui a pris quelques semaines de l'écrire, mais avant cela, on ne peut pas dire. Et il le dit lui-même. Avant cela, je n'étais pas sioniste. Je crois qu'on en a parlé, à une pièce de théâtre de Dumas qui s'appelait. Non. Enfin bon, non. Non, c'est l'histoire de son fils, si je ne me trompe pas, où l'un des héros, eh bien, il appelle les Juifs à se réunir sur leur terre. Il appelait, non, Shachar, ça va revenir, je les attacher. Et comme il passe toutes ses soirées soit à l'opéra, soit au théâtre, eh bien, il va voir cette pièce, naturellement, et il écrit dans ses commentaires quelle sottise. Quelle sottise, ça ne va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Jamais. Et si ça marche, et si les Juifs devaient revenir sur leur terre, c'est uniquement pour voir que ça fait très longtemps qu'ils ont cessé d'être un peuple. C'est Herzl qui l'écrit en 1994. 1894. Bon, 1800, il l'écrit. Et après, dans une correspondance avec son ami Arthur Schnitzler, il dit, ouais, après, il galoute. Je sens, il y a une flamme qui me brûle à l'intérieur de moi, quelque chose, et j'ai compris que il est temps d'écrire, et c'est là qu'il se consacre complètement à l'idée de l'État juif, etc. 9 ans et demi. C'est 8 ans et demi. 8 ans et demi en tout et pour tout, de cette époque. Mais son irruption était tellement fulgurante sur la scène juive et la scène internationale que les Juifs ont été emportés. Ils disent toujours, écoutez, ce qu'il a dit dans l'État juif, rien de nouveau. Rien de nouveau. Il l'admet lui-même, rien de nouveau. Mais la manière dont c'est formulé comme un plan de travail. C'est pas formulé comme un essai de doctorat, c'est formulé comme un plan de travail. Vous ouvrez ces carnets de Hertz et vous voyez point 1, point 2, point 3, point 4, véritablement, un après l'autre, comment mettre en œuvre le projet sioniste. Rien n'est dans les nuages. Et puis, deuxième chose, ce plan de travail, à qui il le destine? À lui. À lui. À lui-même. C'est moi qui dois mettre en œuvre ce plan de travail. Et tout d'un coup, il part. Le cœur ne tient pas. Il le sentait venir. Déjà, aux obsèques de son père, Yaakov, qui le soutenait dans tous ses débuts, dans tous ses commencements, lorsqu'il est enterré au cimetière de Vienne, eh bien déjà il écrit « Oh papa, je vais bientôt te rejoindre ». Il le sent. Il le sent venir. Il sent ces jours qui sont comptés. Mais cela dit, lorsqu'il parle, c'est véritablement une crise. Bien que, ça doit être dit à son crédit, il laisse toute une pléiade de personnes qui sont des personnes très très capables. Très très capables. Nordau, Wolfson, De Haas, Ussishkin, etc., de Zangwill, beaucoup, Weizmann, énormément de personnes, c'est-à-dire que ce n'était pas un leader qui piétinait tous les autres, qui liquidait à la Staline tous les successeurs potentiels. Non, au contraire, il les cultivait. Il était fier de son équipe. Incroyable. Et il écrit, c'est des amis, des gens tellement capables, etc. Il y a des gens qui succèdent, et ils ne luttent pas pour leur cavote. Par exemple, Nordau, qui est son bras droit, qui ouvre tous les congrès sionistes avec un état des lieux du monde juif. Tous les congrès sionistes, d'abord c'est Nordau, ensuite c'est Herzl, etc. Et, ou l'inverse, Nordau, il a pour fonction de présenter l'état des lieux du monde juif, qu'est-ce qu'il en est, etc. Eh bien, il se met de côté. Je ne peux pas, ma femme est goyenne.
ma femme est chrétienne, ma fille a fait le baptême, il a bien que Nordau, Max Nordau, se met de côté. Il y a d'autres hommes, ils sont il y a problème. Il y a problème. Tu peux être acolyte, tu peux être le bras droit, tu peux être le conseiller, tu peux être ce que tu veux. Tu peux pas être le leader. Pourquoi? C'est pas. C'est normatif. Ça ne convient pas. Mais là, ça c'est la première chose. Et puis, il faut savoir que du moment Herzl, sa position, c'était une position aussi du médiateur, d'unificateur entre l'Est et l'Ouest. Entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi? Parce que pour l'Est, c'était les Ostjuden. C'était les Juifs méprisables qui étaient... Ouais. Herzl, dans une de ses remarques, il dit, après avoir visité les Juifs de Russie, il dit à l'époque, on me disait, tes idées fallacieuses, ton sionisme, etc., ça ne va marcher qu'avec les Juifs russes. C'est ce qu'on me disait à l'Ouest. Maintenant, continue Herzl à le noter, maintenant je lui dis, ça me suffit. Les Juifs russes, ça me suffit. Parce que c'était les pauvres. Non, c'était la majorité. Non, pas du tout. Les riches n'ont pas tellement suivi Herzl. C'était plutôt les D'abord, il y a des pauvres. riches aussi qui ont suivi Herzl. Il y a aussi des riches qui ont suivi Herzl, effectivement. Il y avait, par exemple, Wolfson. Commencé par Wolfson, il n'était pas des plus pauvres, c'était le plus grand commerçant en bois d'Allemagne. L'Allemagne, pas beaucoup de bois. Mais qui est venu à la tête du mouvement sioniste, mais c'est pas ce qu'ils étaient pauvres. Et Herzl écrit pourquoi? Ils étaient entiers dans leur judaïsme. Ils étaient entiers dans leur judaïsme. Et quand il dit, quand je vois les juifs russes de la zone de, etc., je vois comment on a tenu toutes ces épreuves de la galoute. Ils sont à la fois fiers, entiers, et sans le caractère hautain d'autres nationalistes. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils voient, ils disent. C'est la grande réserve démographique aussi. Pardon? Au point de vue chiffre, il y a représenté. Oui, bien sûr. Et là, il y avait une énorme importance. Il y avait une énorme importance. Rosminian et Rosbinian, c'était là-bas. C'était là-bas. Et maintenant, Herzl n'est plus là. Alors, ils peuvent se disloquer. Maintenant, celui qui prend la tête, c'est Wolfson. D'où il vient? Wolfson, il habite à Cologne. Il habite à Cologne, etc. Mais d'où il vient? Il vient de Russie. Enfin, des pays baltes, mais peu importe, ça appartient à la Russie. Il vient de là-bas, l'origine. Donc c'est lui par ses origines, il fait l'union. Il est à la fois, il habite à l'Occident, mais il vient de l'Orient, alors ça marche. Et aussi pour beaucoup d'autres raisons, bien entendu, pas seulement cela. Mais c'est-à-dire que tout ce que Herzl unifiait, maintenant ça commence à se disloquer. 7e congrès, 1905, l'organisation sioniste entérine la résolution que le futur État juif sera fondé uniquement en Eretz Israël. Ni Ouganda, ni Shunganda, rien du tout. Alors, magnifique, oui, mais tous les ougandistes disent au revoir. Avec à leur tête Mandelstam et l'auteur, l'écrivain britannique Israël Zangwill, juif britannique Israël Zangwill, dit non. Il faut sauver le peuple juif. Les Turcs, ils ont aucune intention de quitter ou de renoncer à Eretz Israël. Abdul Hamid l'a déjà dit à Herzl. Si vous voulez Eretz Israël, attendez notre décès. Moi, je n'aime pas la vivisection. Vous n'allez pas dépecer la Turquie alors qu'elle est encore elle vivote. Alors qu'elle est encore vivante. Alors ils disent, il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher n'importe quel territoire qui pourra être ouvert aux Juifs et établir notre État. Et il y a près de 30 députés qui quittent l'organisation sioniste et qui fondent, et pas seulement quittent, ils créent l'organisation territorialiste juive
OTG, qui existe jusqu'à quand? La déclaration Balfour. Jusqu'à Balfour. Elle existe jusqu'à 1917, parce qu'après il dit Balfour, hein? Balfour, on est à Israël, plus besoin, c'est ça, c'est fini. Mais il y a scission. Il y a des juifs, et les meilleurs d'entre eux, vous ne savez pas, Zanville a ouvert beaucoup de portes en Angleterre à Herzl. C'était une personnalité clé. Et tout d'un coup, il quitte le mouvement. Maintenant, il y a au niveau diplomatique, ouais, on a un sursis dans 30 minutes. Au niveau diplomatique, et si vous voulez, j'ai un mail, un manteau. Quelqu'un. Au niveau diplomatique, c'est l'impasse. C'est véritablement l'impasse. Rien ne bouge. Avec les projets projetés, avec la Grande-Bretagne, que ce soit en Chypre, que ce soit au Sinaï, etc. Rien ne marche. Ouganda, on en a parlé. Avec les Turcs auxquels on a proposé de soulager, de résoudre leurs dettes, etc., etc. Abdul Hamid ne veut pas en entendre parler, il est prêt à nous accueillir partout, sauf en Eretz Israël. Et les financiers juifs ne sont pas prêts à soulager sa dette, etc. Donc c'est fichu, c'est complètement bloqué. C'est-à-dire le sionisme politique, diplomatique, 1905, il n'a aucun horizon. Il n'a aucun horizon. Maintenant, les juifs, ils s'attachent à leur sport privilégié, de prédilection. La machloket, la controverse. On va discuter entre qui? Pardon. Il y a les tarboutnikim, il y a les sionistes pratiques, il faut fonder des yishuvim, il faut s'établir sur la terre, etc. Et il y a les sionistes politiques, non? Et ils vont à outrance, ils vont véritablement à outrance. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les politiques? Non? Toute colonie de peuplement juif en Eretz Israël qui n'est pas garantie par le droit international risque d'être effacée du jour au lendemain, de ne pas tenir. Shum davar, elle ne vaut rien. C'est-à-dire, vous ne faites que de l'infiltration. L'infiltration, vous êtes des illégaux en Eretz Israël vis-à-vis des Turcs. Vous êtes des illégaux. Qu'est-ce que vous voulez? Pas tous, beaucoup, peu importe. Mais au niveau même du Sechel HaYashar, du common sense, vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Rien ne garantit votre survie là-bas. Donc, qu'est-ce que répondent les sionistes pratiques? Mais lorsque vous voulez faire l'épreuve que cette terre nous appartient et que vous voulez obtenir des droits et vous voulez obtenir des garanties auprès du gouvernement britannique, allemand, austro-hongrois, qui que ce soit, turc, etc., il faut que vous veniez avec les preuves en main, que les juifs sont intéressés, que les juifs veulent venir, sont prêts à s'établir là-bas. Vous demandez quelque chose, on va vous demander, mais il y en a des juifs là-bas? Non, il n'y en a pas. Pourquoi vous demandez? Pourquoi vous demandez? Essayez plutôt d'établir un État juif en Crimée. Il y a eu projet d'établir un État juif, autonomie juive en Crimée. Beaucoup plus proche. Ou ailleurs, où il y a une concentration juive. Mais cela dit, on aime beaucoup être prisonnier des slogans. On aime beaucoup être prisonnier des solutions binaires, noir ou blanc. Soit un État palestinien, soit la guerre, soit un État juif, soit un État démocratique, soit ci, soit ça, alors que c'est toujours une solution intermédiaire qui prend certains bons côtés de chaque, etc., qui joue, qui marche. Mais là, là ça ne marche pas. Et tout d'un coup, on
commence à réfléchir. Et c'est d'abord Menachem Ussishkin qui écrit un article nommé Notre programme. Notre programme, où il dit que le sionisme avait 3 époques. La première, pratique, avec l'établissement en Eretz Israël, les Bilouim, la première Aliyah, ça a commencé en 1882. C'est ça? Bon. Il y a eu, dans la première Aliyah, il y a eu 2 vagues, celle de 1882 et celle de 1891, après les pogroms et après l'expulsion de Moscou. Mais ensuite, ça a fléchi. Et il dit, et la seconde vague, c'était le sionisme spirituel, le sionisme des cœurs, le sionisme de l'esprit. On a oublié avec les Chada'am les Yishuvim, les Moshavot, et on a dit il faut conquérir les esprits juifs, il faut les éduquer au sionisme. Pourquoi? Pour que ça tienne, parce que regardez, les colonies de la première Aliyah, si c'était c'est Rothschild qui les a sauvés. C'est pas l'esprit, les gens ils sont devenus des ouvriers chez Rothschild, des fonctionnaires chez Rothschild, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas convaincus. Et c'est ce que Ussishkin appelle la deuxième époque du sionisme, et ensuite il dit il y a la troisième époque, ça c'est la belle époque. Le temps de la belle époque, pas seulement à Paris, mais aussi dans le sionisme, où il dit ça c'est le programme de Bâle, 1897, où ils font quoi? Ils prennent tout. Le programme de Bâle, il parle de peuplement, il parle d'éducation, il parle de diplomatie et il parle de politique. Il fait l'union, il fait le trait d'union entre tous les courants du sionisme. Il faut s'établir, il faut s'éduquer, il faut agir au niveau diplomatique, parmi les juifs et parmi les non-juifs, et il faut œuvrer pour l'État. Et c'est avec ces choses que les sionistes russes arrivent à Helsinki, qui s'appelle l'époque Helsinki Force, en 1906. C'est le 3e congrès des sionistes russes, où vous trouvez des personnages, vous pouvez voir ici, il y a ici les photos. Celui qui va trouver Jabotinsky, dites-le moi. Il est très jeune, il a 26 ans ici. Mais c'est l'un des idéologues, un des personnages clés de ce congrès. Non, il n'a pas de lunettes. Il n'a pas de lunettes avec lui. Mais il est très facile à reconnaître. Vous avez reconnu? Non. Là-bas, ce dont il s'agit à Helsinki, c'est effectivement de résoudre les marlokot. Et à ce niveau, les plus grands, ils sont d'accord. Weizmann, il est d'accord. Ussishkin est d'accord. Je vais faire passer. Ça, c'est la photo du congrès du 3e congrès des sionistes russes. Les sionistes russes là-bas, il se passe ça, et ils font passer des résolutions très intéressantes sur ce qui va être appelé le sionisme synthétique. Le sionisme synthétique, c'est-à-dire une fusion à la fois du travail pratique, du travail diplomatique, du travail éducatif, et encore une chose très intéressante et très étonnante. La controverse, véritablement, elle tient à un autre sujet, qui s'appelle comment? Qui s'appelle le travail du présent. Le travail du présent, ils disent que c'est le travail du présent, c'est qu'en attendant, en Israël, il y a quoi? Il y a moins de 100 000 juifs. Moins de 100 000 juifs, et les portes, elles ne sont pas tellement ouvertes, pas trop ouvertes. Bon, c'est la deuxième aliyah, c'est 40 000 juifs qui viennent, mais en gros, les juifs, ils ont aussi d'autres préoccupations. La plus grande d'entre ces préoccupations, c'est leur statut et leurs droits dans les États où ils habitent. Surtout à l'Est, dans l'Europe de l'Est. À l'Europe de l'Ouest, ils ont déjà eu leurs droits, en tout cas formels. À l'Europe de l'Est, non. Et là, c'est une chose très, très intéressante. L'organisation sioniste, les sionistes russes disent
qu'il faut lutter pour les droits des Juifs là où ils habitent. Pour le renforcement des communautés juives là où ils habitent. C'est étonnant, n'est-ce pas? On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a pas besoin de s'établir ici, on a besoin de fuir, on a besoin de partir. Non, ils disent au contraire, non, on doit s'organiser ici, là où on est, pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre les pogroms, pour lutter pour nos droits, pour l'émancipation des Juifs. L'émancipation des Juifs, pourquoi est-ce que c'est très important? Pourquoi est-ce que c'est important? Aujourd'hui, il y a toujours cette formule qui est très populaire, qui est dans beaucoup de cercles jusqu'à aujourd'hui, que le sionisme c'est un allié, l'antisémitisme c'est un allié du sionisme. Plus il y a d'antisémitisme, plus il y a, etc. Il y a beaucoup de gens qui le disent encore. Ouais, ils n'ont pas compris à l'époque. Ils n'ont pas compris, vous comprenez, c'est leur pachoute. C'est leur pachoute. Mais ceux qui disent non, au contraire, on doit aider les Juifs à lutter, entre autres, contre l'antisémitisme ici en Russie. Mais c'est contre le raisonnement aussi de Herzl. Herzl, il a vu que l'assimilation n'était pas possible, etc. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au sionisme. Oui, mais est-ce que de là à dire qu'il voyait l'antisémitisme comme un allié? Non, C'est les chroniques qui est parti voir. ok. Mais j'ai dit que là, c'est pour renforcer les communautés juives là où elles sont. Ouais. C'est Antisémite. Herzl n'est pas parti voir les antisémites au départ? Pas au départ, à la fin. Pleve et le pape, Russie. il le voit en 1903. Après Kishinev. Avec Kishinev, oui, pourquoi c'est ça? Il avait besoin d'alliés, il était prêt à aller jusqu'aux portes de l'enfer pour sauver le peuple. Oui, mais vous comprenez, c'était pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? C'est une idée profonde, d'ailleurs, qui n'a pas été soutenue par l'organisation sioniste au début. Elle n'a pas été soutenue par Wolfson. Il dit, si vous voulez vous occuper de ce qu'on appelle, de ce que vous appelez le travail du présent, faites-le à vos frais. Nous, on ne va pas vous soutenir. On va pas financer votre campagne électorale à la Douma. Même s'il y aura une liste sioniste, il y avait une liste sioniste, je ne sais pas, Shmaria ou Levin, par exemple, oui, Shmaria, eh bien, il siégeait à la Douma. On ne va pas soutenir votre liste sioniste. Vous voulez, à vos frais, s'il vous plaît, Borakasha. Mais ce n'est pas nos buts. Ce ne sont pas là nos buts. Alors, mais quelle était l'idée derrière cette mobilisation pour les droits des Juifs en galoute? C'est la composante culturelle, peut-être. Vous voulez qu'il y ait une alia qui soit mûre, qui soit pas faite de... Mûre à quel niveau? Sur le plan culturel, idéologique, oui. Qu'ils aient une conscience nationale. Oh. Comment est-ce que ça aidait? Comment est-ce que cette lutte aidait sur les lieux, en Russie, en Galicie, je ne sais pas, en Autriche-Hongrie? Comment est-ce qu'elle aidait? Redresser la tête. Bédiouk. C'est-à-dire, il dit, il faut que les Juifs s'auto-organisent. Et puis deviennent des interlocuteurs. C'est ça, il faut qu'ils se prennent en main. Peu importe quel est l'objet de cette prise en main. Il faut qu'ils apprennent à lutter en tant que Juifs, front uni des Juifs, contre Irweisnicht. Pour Irweisnicht, peu importe, il faut qu'ils apprennent à lutter ensemble. Vous comprenez? C'est comme, je ne sais pas, vous faites à l'armée, peu importe, vous devez éduquer les personnes à ça qui partent au combat. Mais au début, maintenant, c'est la corvée, je m'excuse, des toilettes. La corvée des toilettes. Et maintenant, si vous ne la faites pas, si vous ne savez pas partager la corvée des toilettes ensemble, vous ne saurez pas combattre ensemble. Peu importe quel est l'objet de la lutte commune, il faut qu'il y ait la lutte commune. Et c'est intéressant, c'est une idée très intéressante. Jabotinsky, il l'écrit à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, il tient là-bas ses discours, etc. Il est déjà une personne très, très reconnue.
Et c'est pour ça qu'il dit qu'on doit soutenir les Juifs dans leur lutte pour leurs droits, où qu'ils soient. En Russie, ça va pas trop durer, on le sait. Révolution, guerre mondiale, hein, ça ne va pas trop durer. Mais peu importe, c'est une position idéologique qui est très, comment dire, constructive, qui est vraiment pas ou, soit ci, soit ça. Non, et au contraire. Tant que les Juifs luttent ensemble, c'est très bien. Tant que les Juifs prennent entre leurs mains leur destin, c'est du gagné. C'est du gagné. Ensuite, on va leur dire que le sommet de cette prise en main de notre destin, bien naturellement, c'est le sionisme avec notre État, c'est dans notre terre, sur notre terre, etc., etc., etc. Mais il faut commencer. Il faut commencer, et là il faut savoir que ça se passe à Helsinki. Ensuite, une année plus tard, c'est le 8e congrès sioniste à La Haye. Et c'est là-bas que les Juifs russes prennent le relais de Wolfson. Wolfson démissionne. Il y a un triumvirat, il y a aussi d'autres personnes, je ne sais plus, qui prennent Otto Warburg, qui prennent le pouvoir et qui font passer cette résolution. Qui font passer cette résolution et qui réunit tous les courants dispersés de l'organisation sioniste. Vous savez, on pourrait dire, ça c'est de la politique politicienne. Rien à voir. Rien à voir. C'est véritablement quelque chose qui a refait de l'organisation sioniste une organisation unie avec un but, même s'il intègre beaucoup de buts secondaires, avec un but qui est clair et uni, à tous les niveaux. Et ça s'est fait en 1906 à Helsinki. Encore une fois, c'est pas très célèbre, un ami à moi, et qui était aussi un idéologue, qui était un réfusnik était dans la clandestinité en Russie dans les années 80. Et bien, il y a 2 ans, il a organisé véritablement 120 ans à la conférence de Helsingfors. Il a organisé là-bas, il est allé à Helsinki avec des personnes, des représentants d'ici, de là. Et pourquoi? Parce que c'est un jalon. C'est un jalon de l'histoire juive sioniste. Ce qui lui a rendu son tronc. Son tronc véritable. Hein? Peut-être qu'il Cette pensée de vouloir unir tous les Juifs pour cette histoire des droits civiques, etc., c'est quand même dangereux. Parce que dans la mesure où les Juifs deviennent justement égaux au point de vue civique, ils ne veulent plus partir non plus. Ils ne veulent plus le... Alors, d'accord, ils ont été unis, mais pour quelque chose qui est contre, en fin de compte, l'idée première, qui est de partir. Oui, oui. Mais là, c'est-à-dire, je pense que c'est une capacité de voir au-delà. De voir au-delà. Je ne sais pas, prenez aujourd'hui, quelle est la fonction du Misrad Atfutzot? Misrad Atfutzot, qu'est-ce que c'est? Chaverim. En 2 mots, je pense, si j'ai bien compris, Tarsik ou Mahamad. Tenez bon. Tenez bon. Vous voulez faire votre aléa, je suis là. En attendant, tenez bon. Si vous n'êtes pas prêt, votre fils, votre enfant, votre soeur, votre belle-mère, votre homme Chanel. Vous comprenez? Mais en attendant, tenez. C'est-à-dire, il y a une responsabilité réciproque qui est au-delà des intérêts. Au-delà des intérêts. Et c'est ça. Et c'est ça. À l'époque, bien entendu, il y a un danger. Maintenant, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, si tu ne peux rien faire contre, il y a la logique, c'est de prendre les devants. Prends les devants. Prends les devants. Et ensuite, si tu prends les devants, tu pourras aussi garder un minimum quelques contrôles que ce soit. Quelques contrôles que ce soit.
des réactions. Naturellement, lorsqu'on considère la situation au niveau objectif, plus les Juifs sont émancipés, plus ils ont le droit, plus ils ont ci, plus ils ont ça, eh bien, moins ils ont besoin, moins ils veulent partir. C'est ce qui s'est passé en France avec la Révolution française. Ouais, mais ça risquait Oui, pas de mais se passer c'est en pas Russie. du tout les mêmes Pardon Ça conditions. risquait pas de se passer en Russie. Première chose, ça risquait pas de se passer en Russie. Oui, Ça risquait pas effectivement, et ça ils le sentaient bien, ils savaient à qui ils avaient affaire. C'est passé quelque chose d'autre en Russie, je veux dire. La révolution. Oui, oui, oui. ça aurait pu Ouais. marcher, la Révolution. Enfin, La révolution aurait pu être étouffée, mais la Russie, c'est un monde en soi. C'est un monde à part. Bon, maintenant, je veux dire, ça fait 25 ans que les Juifs ont les pleins droits en Russie, peut-être. Большое спасибо. Mais il faut savoir que c'est une exception. Que c'est une époque assez exceptionnelle et qui tient, entre autres, à l'opposition qu'a Israël aussi, au rôle d'Israël, Et c'est pas pas, seulement à Poutine, etc. c'est pas un peu, ça rejoint pas un peu l'idéologie du Bund L'idéologie du Bund, elle diffère dans le sens que il dit que les Juifs doivent participer en tant que Juifs dans les affaires russes, dans les affaires d'État, doivent participer à la révolution, doivent participer au parti, etc., etc. Là, ce qui est dit, c'est que non, on doit jouer au jeu démocratique pour défendre nos intérêts. Pas pour participer, promouvoir les intérêts d'autrui en parlant yiddish. C'est véritablement ce que disait le Bund. On doit défendre nos intérêts de juifs, non d'ouvriers, mais en yiddish. Pourquoi? Parce que quand même, l'idéologie ouvrière doit être transmise dans la langue qui est parlée, Mameloshes, oui. Mais tout le reste, on doit défendre nos ouvriers en tant qu'ouvriers. Ce que disait le travail du présent, le travail actuel, il disait non. On doit faire élire des listes sionistes à la Douma. C'est de ça qu'il s'agissait. On doit faire élire, par exemple, le même est apparu en Autriche-Hongrie. Autriche-Hongrie, c'est un empire qui n'a que des minorités nationales. Maintenant, chaque minorité nationale, du moment qu'ils ont eu droit de vote au Parlement, etc., eh bien, ils étaient représentés. Les Juifs, non, vous n'êtes pas une minorité nationale. Vous êtes une minorité religieuse. Je dis, ça, pas de problème. Pas de problème. On va faire que dans les concentrations juives, eh bien, ce sera des Juifs sionistes qui soient élus. Il y a eu, je ne sais pas, 3 ou 4 ou 5 qui ont été élus au Parlement à Vienne, qui étaient des Juifs, qui défendaient, qui avaient une liste sioniste. Il y avait des listes sionistes, effectivement. Il y avait des organisations de sport sionistes. Il y avait comment s'appelait l'équipe de Vienne? Accord. Vous comprenez? C'est-à-dire, pas de problème. On va faire ce qui est possible en utilisant les outils du lieu pour promouvoir notre étape, notre comment dire, notre mouvement. On est une nation sans État. Alors on va exprimer notre nationalisme de la manière qu'on peut. Si c'est par le sport, c'est par le sport. Si c'est par les droits, si c'est par les journaux, par les journaux, il y avait des journaux sionistes, etc. Si c'est par l'ALIA, par l'ALIA. Si c'est par la shekel, le shekel, chacun à sa manière. Et il faut donner le plus de manières possible d'exprimer sa souveraineté en devenir. C'est ça. Parce que prendre son destin dans ses propres mains, c'est véritablement ce que Herzl appelle la vaillance étatique. La volonté étatique. C'est-à-dire volonté d'État. Volonté d'État. Il faut habituer les gens à
penser en tant que citoyen, pas en tant que sujet. Et ça, c'est une chose. Maintenant, ça a des étapes. Ça a des étapes qu'il faut passer. Et c'est pour ça, il y a eu des années et des années de débats. Et ensuite, une fois que ça a été accepté, eh bien les débats ont continué. Au Chacha, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, par exemple, je ne me laissera pas mentir, mais quelle est notre position, par exemple, vis-à-vis de la forme que prennent les écoles juives en France aujourd'hui? Haredim. Haredim. Maintenant, on peut le dire avec... mais quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Tous les sionistes idéologiques, ils sont ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez là vous voulez dire non, pas ce temps? Ils font le boulot. De la manière dont ils comprennent, ils font le boulot. Maintenant, vous voulez influencer, vous voulez agir, vous voulez... Prends le bien de ce qu'il y a. Il y a quand même des communautés, oui. Il y a des écoles, oui. Qui les tient? Mais l'éducation, c'est de l'éducation. Et pourquoi elle serait passionniste? L'éducation. Mais parce que... Elle l'a été, non, mais elle a été... Non, mais Parce c'est... qu'elle l'est pas, c'est un fait, elle l'est pas. Elle l'est plus. Elle l'est plus. Ils sont Elle a été... sont partis des sionistes. Vous comprenez que c'est un processus normal, que si vous étiez resté là-bas, vous seriez là, vous seriez comme vous seriez comme non, je dis pas non, mais comme les juifs qui sont là-bas, comme les juifs qui sont là-bas. Et je le dis avec kavod, avec respect, et avec véritablement. Je suis pas d'accord au niveau idéologique, mais ils font le travail. Non, je fais le travail. Ils disent, vous faites pas bien le travail. Ben c'est, va là-bas. Ils font très bien le travail parce que déjà on les voit tous les ans participer au bac bleu-blanc, toutes ces écoles Haredim. Vous comprenez? C'est ça. Et moi j'ai un neveu qui est allé par exemple au lycée de Kfar-Maimon, et les gens de Kfar-Maimon ont fait des conférences à l'école Sinaï, qui est une école de Lubavitch, et c'est là-bas qu'il a... Oui, bien sûr. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que parce qu'il faut ça, l'alternative, vous allez les chercher dans les écoles publiques françaises. Vous avez les écoles catholiques françaises. Les écoles catholiques. Et là-bas, vous les attrapez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, on peut, etc. C'est-à-dire, là, il faut sortir quelque part de cette vision binaire, c'est soit. Non, c'est pas soit. C'est pas soit ci, soit ça. C'est-à-dire que et là c'est le génie de Idelson qui était à la tête de Ussishkin, de Jabotinsky, etc. C'est-à-dire, Je suis pas d'accord. agissons ensemble. Prenez, etc. Mais pas un compromis à la, je sais pas, à la chewing parve. Non. Un compromis, mais un compromis qui prend véritablement les points positifs et les points forts de chaque position et position. Il y a Kadir, Mitkadmir. Qu'est-ce que le Misrad HaTfutzot, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il renforce. Et qu'est-ce que le programme Taglit? Vous savez que dans le programme Taglit, il est interdit d'inciter au sionisme. Il est interdit d'appeler à l'Aliyah. 10 jours, les Juifs qui viennent en Israël, là, pardon? C'est fait pour ça le tag. Pourquoi? Pour que les jeunes, ils veulent monter en Israël. Non. Découvre. Vous n'avez pas le droit Il y a là-bas. énormément de jeunes qui sont venus de Taglit. Oui, et après, ça, c'est un résultat collatéral. C'est un résultat auxiliaire, c'est un résultat, c'est un épiphénomène. C'est une des conséquences. Au départ, au niveau de Taglit, l'objectif c'est de les envoyer donc, en 10 jours visiter Israël et en faire des leaders lorsqu'ils reviennent parce qu'il y a un manque. Voilà. Et donc ça, il n'y a pas de suivi. Et là aussi, c'est politique parce que on donne à un organisme qui chapeaute le programme Taglit. Mais un organisme ne peut pas chapeauter. Il faut que tous les mouvements de jeunesse
puissent chapeauter, qu'il y ait des taglites pour le nez, pour la chaumière, pour le bétard, peu importe, qui viennent, qui leur donnent un peu donc, le goût de Israël, ensuite arriver là-bas, retourner, continuer la formation et à ce moment-là militer. Aujourd'hui, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de mouvement de jeunesse, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, le mouvement de jeunesse, c'est l'école. Voilà. C'est l'école. Et les parents, dans le temps, pourquoi ils mettaient l'enfant au mouvement de jeunesse? Parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas suffisamment de place. Donc ils compensaient par les mouvements de jeunesse. Maintenant que l'école aujourd'hui c'est 30% de la jeunesse juive, donc il dit bon, pourquoi veux-tu que je l'envoie au mouvement de jeunesse? Puisqu'il est à l'école de toute manière, il apprend l'hébreu, il apprend le codex, il apprend le sionisme, etc. Mais ils n'ont pas compris que l'informel et le formel, ça va ensemble. Il y a pas, on peut pas, ça va ensemble. Le mouvement de jeunesse sans l'école, c'est pas une bonne chose, et l'école sans l'école, c'est pas une bonne chose non plus. Non, c'est complémentaire. Mais Ça, ils n'ont pas compris. la décision qu'il n'y ait plus de mouvement de jeunesse, c'est la décision de qui? C'est pas une décision. C'est pas une décision, mais Non, c'est une donnée des faits. non, ce qui se passe aussi, c'est que dans le temps, on envoyait vraiment des gens qui avaient donc ça dans le monde. Quoi. Ils venaient, ils militaient. Aujourd'hui, ils recrutent. Ils mettent des articles dans les journaux. On recherche les rives, etc. Donc c'est plus des militants, c'est des bons, quelqu'un qui n'a pas de Parnassa, au lieu de ne pas avoir de Parnassa, je vais en France, je vais travailler en France. C'est tout, mais il n'y a pas ce côté leadership. C'est-à-dire que personne ne veut plus partir d'ici. Non, ils ne veulent plus partir. Les gens ne veulent plus quitter. Et voilà ça, ils ne veulent plus quitter. Il y en a encore un. Nous, on voit les choses rétrospectivement. On ne peut pas s'empêcher de penser que toutes ces communautés qui sont restées, n'est-ce pas, qui ont été renforcées, qui dans les années 30 étaient des vraies communautés, c'était des juifs qui étaient donc bien organisés, bien informés, pas plus bêtes que nous, solidaires, tout ce qu'on veut. Et ils ont été face à une grande catastrophe, n'est-ce pas? On ne peut pas s'empêcher de penser à ça, en se demandant, c'est vrai, c'est intelligent de renforcer les communautés, comment est-ce qu'on peut même faire la propagande pour le sionisme s'il n'y a pas de communauté organisée? Bien sûr qu'il faut les renforcer dans un certain sens, mais dans un autre sens. Est-ce que c'était ça, la bonne décision, quand on voit les choses rétrospectivement? C'est pas simple. Mais si, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de communauté organisée, c'est déjà comme ça, il y a le loot déjà total, alors s'il n'y a pas de communauté organisée, c'est encore pire. Déjà comme ça, avec une communauté organisée, il y a 30% d'assimilation. Mais ce que je veux dire, dans les années 30, avant la Shoah, il y avait des communautés. Oui, elles étaient organisées. Oui, elles étaient fortes. Oui, les gens étaient informés. Les Juifs qui ont péri, qui ont été emportés par ce concept, c'était tant des membres de communauté que des gens qui n'étaient pas des membres de communauté. Ouais, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'un certain soutien de la révolution sioniste pour les communautés, est-ce que c'est ce qui les a fait rester en Europe? Je ne pense pas. C'est pas cela. Ce qui les a fait rester en Europe, c'est la reconnaissance qu'ils croyaient avoir reçue, etc. Et au contraire, un reste peut-être de sympathie sioniste sont restés par un lien que les organisations sionistes ont gardé avec ces communautés. Il faut savoir, je ne sais pas suffisamment, cette décision elle date de 1906. Elle date de 1906. Après, beaucoup de choses ont changé, Première Guerre mondiale, Balfour, mandat britannique, les choses ont changé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui servait de base à Ben Gurion, à Benkin, à Katzenelson, à Jabotinsky, à Abraham, à Israël Eldad, à Menachem Begin? Qu'est-ce qui servait de base pour proférer leur idéologie sioniste en Europe? Où ils allaient? Où ils se rendaient? Ils partaient dans les rues? Ils haranguaient dans les, je sais pas, dans la galerie Lafayette? Non. Dans les communautés. Ils allaient dans les communautés. Oui, mais dans les communautés surtout de l'Est, où il y avait vraiment des pas seulement. Pogroms, etc. Oui. Je ne sais pas si c'est la communauté de France, de l'Ouest, quoi. C'est ça, c'est la vérité. Oui, non, ils allaient aussi à Londres. Ils étaient énormément à Londres, en Angleterre, à Manchester. Là où il y avait les masses.
En Allemagne aussi. Bon, l'Allemagne, c'était toujours, comme on dit, un cas plus, parce que l'assimilation, le taux d'assimilation en Allemagne, il était sans pareil. Il était effectivement sans pareil, les taux de fierté d'appartenance à l'Allemagne, etc., etc. Et jusqu'au dernier moment, ils ont pris pour erreur historique ce qui s'est passé là-bas, bien que les membres du Zentralverein, la communauté juive organisée là-bas, ils ont tous su fuir dans les années 36-37, ils ont dû su faire leurs valises et prendre le train et certainement une grande partie. C'est vrai, oui, effectivement, c'était surtout en Pologne, c'était surtout en Russie, on ne pouvait plus tellement. En Russie, en Lituanie, dans les pays baltes, effectivement, et vous entendez des histoires, au Jabotinsky parle encore là-bas en 1939, et il y a une personne qui prend ses valises et qui va à pied jusqu'en Eretz Israël, et c'est le seul rescapé de sa famille. Le seul rescapé de sa famille. Il pouvait parler encore, il a parlé à l'université de Vilna, on m'a raconté cette histoire, une personne qui est la descendante de ce rescapé, mon grand-père, il a été sauvé par Jabotinsky, qui est venu ici, il a dit, Khaverim, vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors, les gens savaient ce qu'ils attendaient, beaucoup de gens savaient ce qui les attendait à l'époque. Mais, tout ça pour dire que pour m'adresser au peuple juif, j'ai besoin d'une Bama, j'ai besoin d'une estrade, d'une tribune. J'ai besoin d'une tribune. J'ai besoin d'une tribune parce que sinon c'est du 1 à 1. Vous comprenez? Ça me rappelle, je ne sais pas, je suis allé une fois, on a demandé de donner un cours dans l'université des maths. En Russie c'est comme ça et en Ukraine aussi très souvent. Maths et ordinateurs à Odessa. Pour les 130 ans de Jabotinsky, c'était en 2010. Les Ukrainiens, ça raccroche pas, etc. Et puis, bon, tu leur parles. J'ai pensé, etc. Est-ce que je dois m'adresser à eux en tant que goïm, philosémites, juifs, pour les quelques juifs qui vont être parmi eux, etc., etc., etc. Bien entendu, je vais là-bas, et puis je commence à parler, je vois devant moi se plantent deux filles, avec un Magen David comme ça, un nez comme ça, qui étudie les maths dans l'université, etc., etc. Mais alors là, tu en as attrapé deux pendant 1 heure, et c'est fini à la comédie. Ensuite c'est fichu, c'est perdu. C'est très difficile d'être, j'imagine, je ne sais pas, mais d'être émissaire dans une université. Si tu as Hillel, si tu as Betraban, si tu as quelque chose, mais la communauté, c'est quand même une base. C'est quand même une base. Alors, tu veux la développer, mouvement de jeunesse, école, mécole, par-ci, par-là. C'est une base à laquelle tu peux t'adresser. Moi, j'étais pas membre. Je méprisais la communauté là où j'étais à Genève. Mais quand elle parlait, quand il y avait le représentant du Likoud de Paris qui venait, alors là, je venais l'écouter. C'était pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, j'étais jamais membre de la communauté, sauf quand quelqu'un venait parler qui ne représentait pas cette communauté. Quoi? Je venais l'entendre. Alors, quand il y avait, je ne sais pas, des choses comme ça, c'était des pour le Yom Ha'atzmaut, je venais, pour les prières, Chas v'Shalom, mais pour le Yom Ha'atzmaut, bêta. Oui, mais si aujourd'hui, dans ces écoles en France, par exemple, si tu as envie d'y aller pour Yom Ha'atzmaut, la porte est fermée. Non, Ça dépend pas de ce qu'on en parle. À chaque fois, il y avait dans un cours organisé au dernier moment. Dans les écoles, Ça reste un terreau très favorable à la LIA. Que l'école soit fermée à Massaout ou ouverte à Massaout, ça reste un terreau extrêmement favorable à la LIA.
Bah, c'est les seuls qui restent. De toute façon, c'est les seuls. Il n'y a plus rien à part ça. C'est ça, il y a Il y a à part ces communautés qui sont antisionistes. Il n'y a plus de. Moi, je sais, il n'y a plus les rien. gens individuellement. S'il reste encore, comme tu dis, hétéro, il n'y aura que là-bas. Ils sont très individualistes et finalement il y en a. Ils montent quand même, Ils montent. Ben oui, ça, il y a des évolutions qui se font. Mais pas par sionisme. Ah oui, l'homme est Chanel. L'homme est Chanel. Mon rabbin le premier. L'homme est Chanel. Il y a, quelle que soit l'organisation juive, il y a des bases. Il y a des bases. Je ne sais pas quelle que soit, Là, ton rabbin. mais il y a un amour du peuple. Il y a un amour de l'héritage juif, il y a un amour de la Torah, il y a un amour de Israël. Alors il y a Machlok que tu l'as Israël, c'est sur Médinat Israël. Je viens chez un très bon ami à moi qui est le Rav Chabad à Genève. Lorsque je vais là-bas, je lui dis, pour l'arabe, Shabbat, il y a Tfila לשלום המדינה. סליחה, תפילה לשלום חיילי צה"ל. je n'ai pas de problème, בבקשה, אליעזר, בוא תגיד. בוא, שנייה, מה? רגע, שנייה. Non, aucun problème, et ça accompagné avec des applaudissements très souvent. On a dit, non, כבוד הרב, אני רוצה גם להגיד לשלום המדינה. Alors il me dit, אין בעיה חוץ משלוש מילים. Il n'y a pas de problème sauf 3 mots. Il me dit, non, c'est ces 3 mots pour lesquels je veux le dire. Réchit Smicha Geulatenu. Réchit Smicha. Maintenant, vous pouvez vous attacher à ces 3 mots et commencer les guerres des Juifs. C'est possible. Et ce sera très justifié. Au niveau idéologique, vous aurez véritablement, il faut au niveau à l'intérieur, il faut savoir pourquoi. C'est véritablement Réchit Smicha Geulatenu. Mais maintenant, il y a quand même d'autres choses. Il y a ici des enfants, il y a ici une communauté, il y a ici une prière orientée vers Jérusalem, il y a ici des gens qui parlent hébreu, il y a ici des gens qui sont, si vous prenez toute la communauté, ce sont les gens véritablement qui sont le plus préoccupés par ce qui se passe en Israël. Ils sont schizophrènes. Ce sont les gens qui sont les pourquoi? Parce qu'ils sont les plus conscients. Parce que quand tu leur poses la question, est-ce qu'en premier tu es juif, français ou suisse, ils te disent je suis juif. Et aux autres, quand tu poses la question, très souvent la réponse que tu obtiens, non, je suis avant tout suisse, français, et ensuite, quelque part, juif. Vous comprenez? Non, c'est une chose très importante. Là, vous avez lieu avec des gens qui sont avant tout juifs. Maintenant, vous avez machloket avec eux. Qu'est-ce que contient ce judaïsme? Besed. Mais en attendant, donc c'est la communauté la moins indifférente à ce à quoi tu es le moins indifférent. C'est ça. Et donc je pense que là, les gens, ils ont vu loin. Ils ont vu loin. Et je vais prendre le cas à l'extrême, vraiment à l'extrême. C'est un truc personnel. Il y a 2 semaines, tout d'un coup, je reçois un mail d'un prof de l'université de Fribourg. D'un prof d'astronomie. Fribourg en Suisse ou en Allemagne? Fribourg en Suisse. Je regarde. Ah, mais j'ai étudié avec lui en primaire. C'était mon copain de classe de primaire, et ensuite au collège, etc. Enfin, en Suisse, ça va comme ça, peu importe. Lycée, etc. Et puis il dit, hey, il m'appelle par mon ancien nom, hey, t'es le dernier qu'on a décelé. Yalla, on fait une réunion de classe. De classe de primaire. De primaire. Moi, je ne me rappelle plus. Il envoie la photo. Il y a la moitié des gens. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle une classe, la terminale, je me rappelle. T'es très bon copain, la terminale, ouais. La primaire, qui s'en rappelle? J'y ai pas étudié depuis la première. J'étais 4e, 5e, 6e, et à peine fin 4e, 5e, 6e, je connais. Et puis bon, comment c'est? Et puis il y a le groupe, comment il s'appelle? Le WhatsApp, qui a un nom 38, c'était 38 ans, peu importe, c'était 38 ans qu'on ne sait plus. Et puis là, et puis d'un coup, je leur dis, ben voilà, j'habite ici, puis j'envoie des photos. Puis tout d'un coup, des gens m'écrivent en hébreu.
Des gens, alors il y avait des juifs, bien sûr, c'était juifs, pas sûr, mais des gens que tu soupçonnais même pas. Tu soupçonnais même pas, et puis t'écris un l'homme à Shlomcha. Non, plus poussé. Et puis tu sens que waouh! Et puis tout d'un coup, sans le vouloir, juste en te présentant, Shalom, Ephrat, Gush Etzion, 20 minutes de Jérusalem, ici, photo, vous avez premier plan Ephrat, deuxième plan Bethléem, troisième plan à l'horizon, c'est Jérusalem, zéro chacun, ça. Ouais, et puis tout d'un coup, maintenant pour revenir, est-ce que renforcer les groupes de classe primaire, c'est l'organisation sioniste doit mettre ses fonds à cela? Attention, c'est une école juive quand même. Hein? Non, c'était une école publique, absolument, rien à voir. Rien à voir. Et alors? On est deux de notre classe à avoir fait notre aliyah, et ça, je connais, etc. Mais il y a d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est très... Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux plus que les communautés peut-être. Voilà, je me présente dans le WhatsApp, je viens des phrases machin, et tout d'un coup, 1000 personnes lisent ça. Oui, mais parce qu'ils étaient ensemble à l'école. Les connexions se forment. C'est ça. Non, si vous parlez de communauté, c'est une notion un peu vieillotte, quoi. Oui, mais maintenant il y a d'autres communautés. Il y a d'autres communautés. On peut atteindre des gens qui ne sont plus dans les communautés. Oui, mais pas seulement au niveau sioniste, au niveau Asbara, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Il n'est pas négligé. Il y a trop peu de forces juives pour qu'elles puissent être dilapidées. Mais vous... Israël aide en permanence tous les programmes scolaires, etc. Ils envoient des spécialistes pour leur donner, dans les écoles même haredi, mais c'est en France, etc., ou en Italie, ils envoient des spécialistes qui donnent les programmes et les machins et comment faire. Ils ont besoin. Des programmes de quoi? Programmes scolaires, pédagogiques, enfin et tout. C'est-à-dire que même sous-tendu, finalement, sur Eretz Israël et sur Am Israël. C'est ça. Quel que soit le programme que tu enverras, de toute façon, s'il vient ici, ils ont besoin, il aura une, un parfum. Il aura un parfum. Sans aucun doute. L'agence juive, un de ses départements, c'est d'envoyer l'éducation, c'est pas seulement... Oui, c'est là. C'est l'éducation, il y a plus d'argent éducatif à l'agence juive. Il n'y a plus de temps. Il y a plus d'argent. Il y a longtemps. Donc on est arrivé à tout ça pour dire, c'est intéressant, que les débats d'il y a 120 ans, il y a exactement 120 ans, même un peu plus, ils sont d'une actualité invraisemblable. On a beaucoup à apprendre. Et si à une époque tellement idéologique comme l'époque du début du 20e, fin du 19e, début du 20e siècle, les gens ont su rassembler, je pense que c'est encore c'est grâce à cet état d'esprit que l'État d'Israël d'aujourd'hui n'explose pas. Puisqu'au fond, c'est les mêmes bases que l'on retrouve aujourd'hui. À travers cette diversité, finalement, les gens se retrouvent dans une identité commune. Hein. Oui, c'est-à-dire il y a une perception, comme les Haredim, ils se disent 50% sionistes, là, les fêtes, d'ailleurs maintenant. Mais oui, naturellement, bon, la presse, ceux qui nous donnent fausse impression de la réalité, c'est la presse. C'est la presse qui exagère les extrêmes. C'est-à-dire, elle me présente l'extrême de chez moi, et l'extrême de chez toi, et l'extrême de chez lui, pour m'irriter, pour me faire lire, pour me faire ci, etc. Mais effectivement, lorsqu'on creuse, lorsque vous voyez les personnes, tu vois, Milouim, où est-ce que tu rencontres les personnes? Entendu, tu vois des choses qui sont beaucoup plus où il y a beaucoup plus de terrain commun. Ça marche.